Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. C'est toujours un plaisir de tourner ces épisodes en compagnie de nos invités. Aujourd'hui, je reçois Sophia et elle m'emmène tester le restaurant Basique. Je pense que vous devez peut-être la connaître sur Instagram. Elle va nous raconter son histoire. On va tout de suite la retrouver. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai retrouvé Sophia. Salut Sophia. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu veux te présenter pour nos spectateurs? Je suis Sophia, je suis thérapeute en alimentation intuitive, naturopathe, professeur de yoga et voilà pour ma présentation pro. Niveau perso, Tu vas nous en parler peut-être pendant le repas. On va manger? Oui. T'as faim? Très. Ouais, on y va. Merci de venir participer à cette vidéo. Avec plaisir. Alors pourquoi tu as choisi ce resto? Alors j'ai choisi ce resto parce que comme tu peux voir, on a la chance d'avoir plusieurs options au cours du même repas. Pour 18 €, on a une formule où on a plein de choses à manger, plein de choses à goûter. J'aime bien cette idée-là. Plutôt que d'avoir comme toujours pour 18 €, tu vois, un plat avec un petit accompagnement, ce qui est très bien. Hein, que tu peux pas choisir en général. L'accompagnement imposé quoi. Ouais. Oui, mais même si tu le choisis, tu vois, frites ou haricots verts, moi je sais pas trop quoi choisir. Là j'aime bien l'idée d'avoir plein de choses à déguster, à goûter. Et puis c'est aussi un restaurant où je sais que tout est fait maison. Je sais que voilà, ils travaillent vraiment leurs produits, ils choisissent aussi d'accorder leur menu avec les saisons. Et en plus c'est le restaurant d'un ami que j'ai connu quand j'étais ado. Je suis très contente qu'on vienne dans ce resto aussi pour cette raison. Donc on va goûter. Oui. Alors comment tu fais ton choix? Alors comment je fais mon choix? Je sais pas. Ah oui, parce qu'il y a toujours cette question de est-ce que je garde le meilleur pour la fin. Moi je suis un peu compliquée je crois dans ma réponse. Je vais garder quand même le meilleur pour la fin, mais je vais faire attention d'avoir assez faim pour prendre du plaisir. Parce que sinon effectivement quand j'arrive en fin de repas que j'ai plus du tout faim, là c'est vraiment moins bon. Je garde le meilleur pour la fin, mais quand j'ai encore faim. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Moi j'ai aussi un autre paramètre qui rentre en compte. Comme c'est peut-être un peu chaud, c'est des trucs qui vont refroidir. Oui. Et je me dis qu'est-ce qui sera le mieux de manger chaud tout de suite, tu vois. Je suis d'accord. Genre ça, peut-être que il faut le manger chaud tout de suite. Je vais goûter ça. Donc ça c'était ton choix, c'était les cazzere, je sais pas quoi là. Ouais. Pesto rosso. Moi je vais goûter l'œuf. C'était mon deuxième choix parce que je me suis dit ça faisait office d'entrée. Alors là par contre c'est vrai qu'il risque d'éclater. Ah non ça va. Ouais, regarde, hop. Ça c'est super bon. C'est un petit peu très très légèrement piquant. Ah, mais moi j'adore quand c'est piquant donc... Non mais là c'est léger. C'est du piquant pour les novices. Et donc Sophia, toi tu te définis comme étant une mangeuse comment maintenant, actuellement? Une mangeuse libre, comme Appétit Libre. Enfin, je suis formée en alimentation intuitive, j'ai fait ma thérapie en alimentation intuitive moi-même. Je me considère comme une mangeuse intuitive. Tu t'es fait ta propre thérapie ou t'as consulté quelqu'un? D'abord, j'ai avancé toute seule, en lisant le livre de l'alimentation intuitive, en suivant des comptes qui parlent d'alimentation intuitive. J'ai consulté une psychologue et j'ai également suivi un programme d'alimentation intuitive en ligne. Ouais. Voilà. Et la psychologue, elle était spécialisée en TCA ou alimentation troublée ou pas du tout? Sur sa fiche, sa présentation Doctolib, il y avait effectivement la mention accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Mais la façon dont elle accompagnait
qui n'avait rien à voir avec ce que proposait l'alimentation intuitive. Moi, je lui ai carrément amené le livre de l'alimentation intuitive en lui disant voilà sur quoi je travaille, voilà la direction que j'ai envie de prendre, est-ce que vous pouvez m'accompagner vers ça, en lui expliquant les différents principes, en quoi ça consistait, etc. Elle avait trouvé à l'époque que c'était super pertinent et elle me demandait en gros où est-ce que j'en étais dans l'application de ce livre, du programme que je suivais, mais ça c'était un peu après le programme. Et elle essayait de m'accompagner, que je puisse y voir clair en fait dans tout ça, mais elle n'était pas formée à l'alimentation intuitive. C'est un message en fait, de dire aux gens, vous pouvez aller voir votre psy avec un bouquin ou un autre thérapeute. En tout cas, c'est quelque chose que je peux recommander parce que je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont ouverts en fait. Ça dépend comment c'est expliqué, comment c'est dit, parce que peut-être que le thérapeute peut se sentir sinon incompétent ou je sais pas, ou peut être blessé, je sais pas, mais je pense qu'il faut le sentir aussi. Si on sent que la personne en face, elle va pas être réceptive ou elle va penser qu'on la remet en question. Je pense qu'on peut le tenter en tout cas. Ouais, on peut le tenter, même si la personne n'a pas l'air très réceptive, je pense que si on fait de la pédagogie pour expliquer ce qui nous aide, en fait normalement le thérapeute il est là pour qu'on aide au mieux en fait. Une bouteille de chou. C'est spécial. Les asperges elles sont crues en fait. Mais très bon. Je pense. Ouais. T'aimes pas? Ah si j'aime bien. En tout cas c'est super fin, super travaillé. Ça me fait penser un peu au resto que j'avais fait avec Jeanne. Maman actuellement, quand tu vas te mettre à table, à quoi tu portes attention? Plutôt que de faire attention aux calories, tu veux dire voilà. En fait quand je dis faire attention, souvent la question est mal comprise. À quoi tu portes attention quand tu te fais un repas avant de l'élaborer ou pendant le repas, tout le cheminement. D'accord, ok. Je pense à plusieurs choses quand même. En fonction du temps que je vais avoir déjà, je vais réfléchir au menu. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le temps de me lancer dans telle ou telle cuisine Je vais prendre ensuite mon envie. Parfois, ce sera l'envie avant le temps, mais une fois de plus, ça dépend. Il m'arrive aussi de manger des repas qui sont pas hyper délicieux, mais qui sont satisfaisants parce que pratiques, parce que bien nourrissants. Donc, le plaisir ne va pas toujours dominer. Après, à partir du moment où tu as faim, si tu manges quand tu as faim, il y aura toujours une espèce de plaisir qui va quand même si c'était pas le truc top niveau quoi. Il y a des choses que j'ai déjà mangées un peu en soufflant quoi, parce que c'était je mangeais pour me nourrir parce qu'il fallait quoi, j'avais pas le temps de faire autre chose, donc ça m'apportait vraiment pas de plaisir, mais c'était pas un drame parce que je savais que au goûter j'allais manger quelque chose de plaisant, au dîner j'allais manger quelque chose de plaisant à nouveau. C'est plus un problème, à une époque c'était un problème, il fallait que ce soit toujours super délicieux, le plaisir était toujours la chose qui allait dominer, mais en même temps il fallait que ce soit sain. Qu'est-ce que tu aurais pensé d'un repas comme ça quand tu étais pas dans l'alimentation intuitive? C'est vrai que ça n'a pas été fait exprès, mais là il y a beaucoup de légumes. J'aurais été contente de voir qu'il y ait pas mal de légumes. Les graisses utilisées, tu vois, ça c'est de la purée de noisettes, là du tahini, c'est des bonnes graisses. Ça m'aurait conforté dans ma volonté de vouloir manger sainement. Mais par contre les pâtes, ça m'aurait moins plu parce qu'à une époque je voyais les pâtes comme un peu quelque chose de mal. Surtout des pâtes. La sauce. La sauce, c'est peut-être pas le pire pour moi. À une époque, c'était peut-être plus la farine blanche. Ah ouais. Le côté c'est raffiné, c'est des calories vides, soi-disant. Ce qui allait me perturber peut-être aussi, c'était le gluten. Pourtant, le gluten ne m'a jamais fait mal, mais dans ma tête, c'était quelque chose à éviter quand même. Même si ça nous fait pas mal, c'est un poison à petite dose. C'était ce que je me disais en tout cas. Aujourd'hui, je pense pas ça du tout. J'aurais peut-être pas mangé de pain. Dommage, il est bon. Ouais, il est bon. Mais à une époque, je m'en fichais que c'était bon. Je me disais, ok, c'est délicieux, mais alors, voilà, j'aurais peut-être mangé une rondelle comme ça. Je me serais dit, allez, il faut pas se priver. Donc il faut manger de tout pour pas se frustrer. Donc j'aurais mangé une rondelle, j'aurais mangé un peu de pâtes. Voilà, je me serais dit bon ça va, on les partage. Mais un plat de pâtes entier, ça m'aurait posé problème quand même. J'aurais pu le manger, mais je me serais dit bon ben pendant quelques jours, pas de pâtes ou pas trop. Parce qu'à une époque c'était pas de gluten, mais quand je mangeais du riz par exemple qui ne contient pas de gluten, il fallait que ce soit du riz complet. C'était un peu dans le truc index glycémique bas, non? Ouais. C'est super bon ça. Ouais, très bon.
Franchement, je viens de goûter, c'est déçu. Ouais, c'est ton... Tu préfères? J'ai pas encore goûté ça. De toute façon, j'adore le tahini. Ouais, voilà. C'est le tahini qui fait tout. Ouais. Je pense que la cuisson est pas mal aussi. Très bon. Il y a pas mal d'épices. C'est pas un pesto classique, je pense qu'il y a... Je dirais une petite pointe de piquant, mais sur la fin. Je le sens pas tout de suite. Alors il y a une petite pointe de piquant, je le sens, et je sens du cumin. Pour revenir à ton parcours, donc en 2019, tu as découvert un peu la thérapie de l'alimentation intuitive. Mais tout ce qui s'est passé avant, donc tu parlais du gluten, tu parlais des farines blanches. En fait, c'était donc un peu un genre d'orthorexie que tu faisais. Ça a commencé quand? Enfin, quand tu avais quel âge ou en quelle année? Combien de temps tu es resté là-dedans? Pourquoi tu as débuté avec cette envie de contrôler ton alimentation? Franchement, c'est pas facile de répondre à tout ça parce que je pense qu'il y a eu une addition de pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai développé effectivement une forme d'orthorexie. Mais c'était pas de l'orthorexie pure, donc c'était pas que l'obsession de manger sainement pour ma santé, mais il y avait aussi une volonté de sculpter mon corps. J'étais pas grosse, mais j'avais une volonté d'être plus mince, j'avais une volonté d'être plus musclée, plus dessinée, de pas avoir de cellulite. J'avais du bidou, j'appelle ça du bidou quoi, c'était pas... Comme toutes les femmes, quasiment. Enfin, j'étais carrément normée, voilà, exactement. Mais ça me complexait énormément et moi je le voyais comme quelque chose de pas normal, comme quelque chose de laid. Et ça depuis l'adolescence? Je suis aussi très cambrée. Quand on est très cambré, on a un peu le ventre rond, qui s'arrondit en fait. Et donc, depuis petite, on me disait quand même souvent, rentre ton ventre. Il n'était pas gros, mais il était bombé, arrondi, très rond, en même temps comme un ventre de petite fille déjà je pense. Et puis c'est vrai que dans ma famille, du côté de ma mère, on a tendance à stocker un peu au niveau du ventre. Et donc il y avait un peu cette menace qui me pesait au-dessus de la tête de attention, dans la famille on prend du ventre. Et voilà, je voulais absolument lutter contre ce ventre, mais j'étais pas satisfaite du reste non plus, hein. Je voulais changer les cuisses, les fesses et d'autres choses. J'ai reçu aussi une éducation où on mangeait sainement, on mangeait varié, de tout, mais il y avait quand même toujours ce discours de ça c'est chimique, ça c'est toxique, ça c'est ultra transformé. J'ai 35 ans aujourd'hui, je pense qu'il y a encore 5 ans j'étais encore un peu fragile là-dessus. Et t'as réussi à perdre du poids ou pas finalement? On-off, dans les périodes où je faisais beaucoup de sport, où je mangeais en dessous de mes besoins. Ah oui, je perdais du poids, quoi. Je me mettais en déficit calorique. Mais au bout d'un moment, le déficit calorique était trop dur à tenir. Je lâchais et je reprenais le poids perdu, en fait. J'ai même grossi, en fait, avec le temps, à force de faire du yo-yo comme ça. Mais c'était un petit yo-yo. J'ai jamais fait, tu vois, des moins 20 kilos, plus 20 kilos. C'était un petit yo-yo, mais je pense que doucement mais sûrement, j'ai quand même... pris du poids comme ça, que j'ai peut-être reperdu récemment, je dirais ces 2 dernières années, très lentement, parce que les prises alimentaires sont la plupart du temps adaptées aux besoins. Je suis ni en déficit calorique, ni dans des compulsions alimentaires ou des prises alimentaires au-delà de mes besoins, comme je pouvais le faire avant. Donc je pense que doucement mais sûrement, j'ai perdu un peu de poids, mais c'est quelque chose que j'ai pas non plus cherché à faire, à mesurer. J'ai pas de balance chez moi, je m'en suis rendu compte surtout dans mes vêtements. Voilà. T'as jamais eu de diagnostic de TCA? Jamais. Non, parce qu'en plus, je pense que même si j'avais été diagnostiquée par un psychiatre, quelqu'un qui est habilité à faire ce genre de diagnostic, à poser ce genre de diagnostic, je suis même pas sûre que cette personne aurait pu l'identifier parce que c'était pas tout le temps que j'étais dans des comportements inappropriés. Quoique. Tu crois pas qu'on t'aurait dit à l'époque, on t'aurait mis dans la case mangeuse émotionnelle? Peut-être mangeuse émotionnelle, mais peut-être aussi c'est normal, tu fais attention. Donc c'est normal que de temps en temps, tu te craques et que tu as envie de te faire un peu plaisir et que exceptionnellement, ça déborde un peu. Et bon, moi, avec du recul, je sais pas si c'était pathologique, parce que pathologique, c'est un terme fort, mais en tout cas, c'était dysfonctionnel. C'était de l'ordre du trouble. En fait, tu faisais pas des grosses crises d'hyperphagie, tu faisais des petites compulsions. Quand même, c'était peut-être pas d'hyperphagie, mais c'était des compulsions assez importantes. C'est-à-dire que, quand même, souvent, je me retrouvais à manger seule des choses que je m'interdisais en temps normal. De la brioche, des gâteaux, principalement ça, de la brioche, des gâteaux, du sucré, dans des quantités énormes, au point d'avoir super mal au ventre, au point d'être écœurée. Et puis, au cours des repas, je mangeais quand même, à moins de faire un effort de volonté, je mangeais quand même souvent au-delà de mes besoins. Je pense qu'on était quand même à la limite de l'hyperphagie prandiale. Mais bon, comme j'ai pas tous les symptômes, on m'aurait peut-être pas mis
dans la case hyperphage ou dans la case orthorexique peut-être. Donc on peut être hyperphage et orthorexique finalement. Moi je pense que je cumulais plusieurs choses parce que je pense qu'il y avait de la boulimie dans mes comportements. Il y avait toujours de la compensation, par soit le sport. avec le sport, soit avec le jeûne. Moi j'ai énormément jeûné. Sauter des repas quoi. Mais j'appelais ça du jeûne intermittent ou parfois long. J'ai fait des jeûnes de 7 jours. Je me disais oui c'est bien pour mon organisme etc. Mais c'est bien aussi je vais perdre du poids. Effectivement je perdais du poids. J'ai fait donc 2 jeûnes longs d'une semaine. Encadré ou toute seule? Moi je suis formée à la naturopathie. J'ai appris à encadrer des gens qui voulaient faire du jeûne. Donc je me suis auto-encadrée. Même quand je l'ai fait, dans tous les cas ça n'avait pas d'intérêt et c'était nocif. J'ai perdu du poids suite à ces jeunes-là, mais j'ai perdu surtout de la masse musculaire en fait. Je me rappelle de cette déception, c'est que je voyais mes cuisses, en fait elles étaient flasques. Elles étaient plus fines, mais plus flasques. Elles étaient déshabitées en fait. Et quand je dis flasque, c'est un constat. Et je me rappelle que j'ai eu beaucoup de mal à me remuscler en fait. Ça a été long de regagner en masse musculaire. Quand je dis me remuscler, je parle pas à des fins esthétiques pour le coup. Je parle à des fins pour me sentir bien en fait. J'ai senti aussi que j'avais plus de douleur au genou après ce jeûne-là. Je sais l'explique. Les muscles forts, c'est aussi maintenir les articulations correctement. C'est bizarre parce que c'est fait principalement dans un but thérapeutique. Au final, t'es plus en mauvaise santé après qu'avant finalement. Je sais pas si j'étais forcément en mauvaise santé pour autant, mais j'étais très fatiguée. Très fatiguée. J'avais, fondu en muscles. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, je trouve, où en fait on fait la course à manger moins, alors que depuis l'histoire de l'humanité, les hommes ils ont toujours cherché à manger plus. Tu demandes à un médecin il y a 200 ans, comment il faut faire pour être en bonne santé? Il faut manger plus ou il faut manger moins? Il va te dire, faut manger plus. Alors que maintenant, en fait, ça contraste avec l'abondance qu'on a. En fait, on cherche toujours à faire le contraire de ce qu'on a. Cela dit, à l'époque d'Hippocrate, de la Grèce antique, déjà à cette époque-là, quand même, il y avait l'idée qu'il fallait se réguler, il fallait ne pas céder à l'abondance. Mais ils avaient quand même une relative abondance, je pense. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, au Moyen-Âge, relatif par rapport à nous, mais il y a eu des périodes dans l'histoire, je suis pas historienne. C'est intéressant d'avoir un invité historien. Mais il y a des périodes, je pense, où il y avait vraiment beaucoup moins d'abondance. Ah oui, il y a des périodes où il y avait moins d'abondance et effectivement, ce qui était valorisé dans ces époques-là, c'était plutôt la rondeur, beaucoup de chair versus être très mince. C'était perçu comme un gage de bonne santé que d'être dans la rondeur. Alors que la minceur, la maigreur était perçue comme quelque chose qui montre peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent pour se nourrir, pour répondre à ses besoins. Je ne suis pas historienne non plus. On n'est pas historienne. Mais c'est ce que j'avais lu notamment dans le livre de Christy Harrison, Anti-régime. Elle est journaliste et elle a fait tout ce travail pour revenir en arrière et voir depuis quand cette volonté de minceur existe. Et finalement, à part à l'époque de la Grèce antique, elle n'a pas trop été présente en Occident, cette volonté de mincir, d'être mince. C'est très récent. Si j'ai bien retenu, ça daterait principalement depuis la période de l'esclavage. Voilà, donc après il faut creuser le pourquoi du comment, mais il y aurait aussi des racines racistes. J'avais vu ça aussi. Dans cette volonté d'avoir un corps mince avec peu de forme. Voilà, à creuser. Je suis pas spécialiste du sujet. Je sais que aussi Sabrina String, je crois, est sociologue et je crois qu'elle a vraiment étudié ce sujet-là, justement, les liens entre minceur et racisme. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une idée que la rondeur est bon pour nous. On est plutôt dans l'idée qu'il faut être mince, dessiné, sculpté pour être en bonne santé. Là, je parlais du fait de manger plus, qui ne sous-entend pas forcément d'être gros. Il y a des gens, ils sont pas faits pour être gros, donc ils peuvent manger. Bien sûr. C'est juste que la nourriture, ça apporte du carburant. Intuitivement, on va être en meilleure santé. Et on a associé apport calorique. Oui, apport calorique élevé à gros. C'est ça. Alors que ça dépend des métabolismes, de la génétique, ça dépend de plein de choses. Le cochon, il est super bon. Est-ce que c'est un petit bout de gingembre ? Pas trop. Mais en fait, c'est juste un peu sucré, légèrement. Je vais goûter avec un petit oignon rouge. C'est des oignons pickles, non ? Ça va bien avec l'oignon. De mémoire, il était plus salé. Tu sens le gingembre ? Tu trouves qu'il y a du gingembre ? Non.
Est-ce que tu trouves pas que ça manque de sel, toi? Ah non. Après, on peut ressaler. Moi, je préfère au restaurant avoir des plats qui manquent de sel à mon goût, quitte à ressaler que le contraire. Hein. J'avais été au Portugal, j'avais trouvé que tout était très 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 salé. J'avais eu du mal à... Là-bas, déjà rien que la morue. Mais même les autres plats, à part ça, j'ai trouvé que c'était très souvent très salé. Et... Ils mettent beaucoup de coriandre aussi. Ah, ça j'adore. Moi aussi j'adore. Tu fais pas partie de ces gens qui ne peuvent pas tolérer la coriandre. J'adore la coriandre. Je pourrais me faire des salades avec des poignées de coriandre dedans. J'adore. D'ailleurs, j'ai mangé quelques fois chez... Jeanne. Mais oui, Jeanne. Ah, mais j'allais l'appeler Anne. Elle aime bien la coriandre. Ouais, on faisait beaucoup de trucs à base de coriandre. Ça fait longtemps que tu es à Paris? Depuis 2016. Et avant, t'étais où? Avant, j'étais à l'étranger. J'ai passé 2 ans en Australie et j'ai beaucoup voyagé après ça en Asie du Sud-Est, au Mexique, aux États-Unis. Ah ouais, donc tes troubles alimentaires, tu les avais quand tu étais à l'étranger? Ah bah oui. Aux États-Unis, ça devait être, selon les lieux, ça peut être facile d'être orthorexique, je pense, non? Ah, j'étais contente quand j'étais aux États-Unis. Parce qu'il y avait toutes les calories. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on se dit, Oui. ah là, les États-Unis, elle a dû galérer étant orthorexique. Et ben non, peut-être que ça dépend des endroits quand même. Ouais, ça dépend, mais dans les grandes villes, tu galères. C'est ça. Pas. J'ai été quand même dans des endroits où il y avait des magasins Whole Food, donc des espèces de supermarchés avec des produits bio ou raisonnés, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, sans... voilà. C'est un grand paradoxe. C'est Ouais. que les États-Unis sont accusés d'être le pays de l'obésité, mais c'est eux qui ont les plus de trucs pour faire attention à ce que tu manges. J'ai pas fait tous les pays du monde, mais ça m'avait choqué, moi, aux États-Unis. Dans les restos, t'avais les calories indiquées. Dans les fast-food, je prenais souvent un burger où le pain était remplacé par de la laitue. Mais tu penses qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient ça? Ah ben moi. Ouais, mais il y avait toi. Beaucoup, ils faisaient du chiffre d'affaires avec ça. Tu lances ça en France, ça va faire rigoler 2 secondes, mais 2 jours après, il n'y a plus personne qui va manger ça, je pense. Et je trouvais que c'était très bon. Et je pense encore aujourd'hui que je trouverais ça très bon. Ouais. Mais différent, quoi. Si t'as envie d'un burger, ça va pas faire le taf. Non. Mais si t'as envie d'un truc un peu hybride, d'un truc original, si t'as envie de te surprendre. Vraiment, c'était bon, mais c'était pas un burger. Voilà. Mais aux États-Unis, j'étais assez contente parce qu'effectivement, j'arrivais à contrôler mon alimentation comme ça. Alors que, par exemple, au Mexique, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait beaucoup de choses à base de maïs, à base de blé, de riz aussi. Il y avait beaucoup de choses riches en glucides. Et moi, j'essayais de pas trop manger de choses riches en glucides. Et puis, dans ma tête, c'était, voilà, c'est quoi comme maïs? C'est du maïs OGM. Et aujourd'hui encore, hein, si j'ai le choix, je préfère prendre du maïs bio. Mais si je voyage et que je suis amenée voilà, à manger sans trop réfléchir, ce sera facile aujourd'hui. Parce que j'ai compris que déjà l'équilibre, il se fait sur le long cours, que la santé ne dépend pas que de la nourriture. J'habite à Paris, je prends le métro souvent. En termes de pollution, de choses comme ça, je pense qu'il y a peut-être des choses plus graves ou peut-être tout aussi graves. Je mets beaucoup moins le focus sur la nourriture. J'essaie de, comme beaucoup de gens, de faire attention à ma santé globalement. Donc je fais attention à mon sommeil, j'essaie de ne pas me coucher trop tard. Même si j'aimerais bien me coucher plus tard tous les soirs. J'essaie de faire attention à ma santé mentale en vérifiant que voilà, je prends le temps à chaque fois de bien récupérer entre mes consultations par exemple. Et voilà, je fais attention aussi à mon alimentation d'une certaine façon, mais avec beaucoup plus de flexibilité qu'à une époque. Et pas pour contrôler tout ça. Et pas du tout pour contrôler mon poids. Les voyages, c'était lourd pour les personnes avec qui je voyageais, parce que je voyageais pas toute seule, je voyageais avec des amis. Merci d'avoir été aussi indulgents, patients. Ah ouais, elles entendaient ce que je disais, elles n'étaient pas là-dedans, quoi. C'était à chaque fois compliqué pour trouver un restaurant, pour choisir sur le menu ce que je voulais manger, c'était compliqué. Je demandais souvent aux serveurs de remplacer certains accompagnements par d'autres. Et puis je passais à côté de choses super délicieuses. Donc ouais, ça c'est un petit regret que j'ai. Ouais. J'aurais peut-être préféré voyager en étant soignée. J'ai le même. Ah. Enfin moi je l'ai pas vécu, mais je suis allée en vacances. Je suis allée au Japon, je suis allée en Inde, je suis allée au Pérou et j'allais dans les restos, mais je me prenais la tête avec tout quoi. J'ai l'impression que c'est la sphère États-Unis, Australie, peut-être Angleterre, qui sont un peu contaminés par ça. Dans les autres pays du monde ça va quoi. À mon avis c'est une réaction à leur peur de la grosseur, de l'obésité, à leur difficulté à prendre en charge correctement, dignement les personnes grosses qui auraient
peut-être besoin de prise en charge peut-être plus inclusive, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, leur seule réponse à ça, c'est il faut faire maigrir les gens et donc il faut manger sainement. De toute façon, on voit bien le résultat, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils sont toujours dans cette lutte contre l'obésité. Ils mettent voilà le nombre de calories partout pour soi-disant responsabiliser les gens. Ils te disent t'as qu'à manger sainement. C'est pas efficace. Eux, ils cherchent à faire ralentir l'obésité. L'obésité, si j'ai bien compris, elle est en augmentation. Tu parles d'épidémie de diabète, de choses comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Il y a l'approche HAES, c'est ça. Mais ça, on n'entend pas parler en France. Hein. T'en entends parler, toi? Non, c'est à la marge. J'ai jamais vu un seul médecin parler de ça. Non. T'as préféré quoi, là? Franchement, les légumes, ils sont quand même assez bluffants. C'est travailler et j'aime aller au restaurant aussi, manger des légumes pour déguster des légumes que je ne sais pas cuisiner comme ça, quoi. Totalement. Mais du coup, ça, c'est quand même assez accessible pour leur faire chez toi. Tu vois, le tahini, ça se trouve facilement. Ça change un peu de la béchamel. Pour les enfants, ça peut être intéressant aussi. J'essaie de me creuser la tête de faire des légumes autrement, tu vois. Des gaufres à base de purée de légumes. J'ai tenté ça aussi. Merci, ouais. Vraiment excellent. Le brownie glace, c'était quoi, glace vanille et caramel, un truc comme ça. Ouais, je sais pas si c'est caramel beurre salé ou caramel tout court. Caramel tout court, je crois. Et c'est quoi ton plat préféré cette fois? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur comme question, ça. Je suis incapable de répondre à cette question. Moi, je crois que j'aurais vraiment du mal aussi. En fait, tu réponds un truc, mais tu sais très bien qu'il y a des tas d'autres plats que t'aimes aussi, que t'aimes autant. Si vraiment il faut jouer le jeu et on me dit t'as pas le choix, il faut répondre, t'as pas le choix. L'omelette au cèpe. Avec de l'ail et du persil. Très bon choix. Et t'as une citation avec l'alimentation ou un mantra Ah ouais, en fait j'avais dit ça dans un podcast et ça avait été réutilisé en citation justement. Mais attends, est-ce que je vais réussir à le dire? Aucun aliment, aucune nourriture ne te fera plus de mal qu'un TCA. Par exemple, moi, ce qui aurait pu me parler à l'époque, c'est le sucre ne te fera pas plus de mal que ton TCA actuel ou que ton rapport compliqué à la nourriture. Très belle citation. Il est très Par contre, pour moi, il est trop riche. Gras et sucré, je crois. J'ai l'impression qu'avant, ils avaient une recette qui était peut-être plus... il était peut-être moins dense. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du croquant à l'intérieur. Et elle est noire. Il y a les noix, ouais. En tout cas, il n'est pas avec de la compote de pomme. Non. Je pense pas. Ni de la courgette, tu connais ça? Oui, je connais, oui. Cela dit, c'est pas... Enfin, moi, j'ai mangé des gâteaux à la courgette qui étaient très bons. Je l'ai déjà fait pour des invités qui ne le savaient pas. Ils ont pas vu. À chaque fois, ils ont dit que c'était excellent. Ah. C'est très bon. C'est juste que... La texture est différente. Ouais. Par contre, remplacer le sucre par la compote de pomme, moi, ça n'a jamais fonctionné. Hein. La compote de pomme, elle remplace le beurre. Le beurre, hein. Pas le sucre. En tout cas, excellent restaurant. Ouais. Tu reviendras? Ouais. Ouais, tu pourrais y emmener ton conjoint, tes enfants. Pour leur faire goûter les légumes. Mais moi, ma grande, elle aime bien les légumes. C'est la petite qui est compliquée. Elle a quel âge? 19 mois. Ah ouais. C'est très tôt en fait. Hein. Ouais, après moi j'ai connu autour de moi des gens qui étaient assez durs avec des légumes, petits. Mais il n'y a pas que les légumes, tu vois, il y a aussi la viande, le poisson, enfin tout quoi. C'est une galère, les carences en fer. Là j'ai rendez-vous avec une diététicienne la semaine prochaine pour elle. Donc je sais pas, j'ai pris la diète que m'a conseillé ma pédiatre, mais s'il y a des trucs du style vous lui donnez pas son dessert tant qu'elle a pas fini son plat, je jarte. Je veux pas de ce genre de conseils. Après elle grandit, elle grossit bien, mais parce qu'elle tète en fait, elle est encore allaitée. Ah oui. Parce qu'elle se nourrit que des trucs sucrés quoi, les pommes noisettes, les gâteaux. Fromage? Le banane. Ouais, le fromage, ouais. Les yaourts. Ouais. Mais la grande, non. La grande, elle aime bien les légumes. Je sais pas à quoi ça tient, tu vois, parce que c'est pareil pour les deux filles. J'ai ma cousine qui est pareille, c'est-à-dire que son petit a mangé de tout très tôt. Et sa fille, qui est arrivée donc en deuxième, mange pas grand-chose. Et pourtant, elle a transmis a priori la même éducation. J'ai une coquille. Ah. Donc c'est bien fait maison avec des noix qui sont cassées. Merci beaucoup Sophia pour m'avoir fait découvrir ce super resto. Je me suis régalée vraiment. Et toi? Ouais, avec plaisir. J'espère que tu y retourneras avec tes proches. Ouais, carrément. Moi aussi je me suis régalée, mais je dirais comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Je le connais bien ce resto et... Ouais. C'est toujours la régalade. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Sophia Entité de Culture sur Instagram et après sur mon site internet, le lien est dans ma bio Instagram. Si vous voulez faire du yoga ou un accompagnement en alimentation intuitive
Ou en naturopathie, tu fais encore? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas trop parlé de la diète culture, mais ça a passé trop vite, on n'a pas eu le temps. Mais si le sujet vous intéresse, le compte de Sophia, c'est une mine d'informations pour ça, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités, vous pouvez me contacter. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut! Au revoir!